Septembre 2025. Paris brûle, tandis que le ciel du Nigeria bourdonne de drones silencieux. À des milliers de kilomètres, la chute d'un empire nourri à l'uranium africain croise l'ombre d'une nouvelle intervention américaine pour protéger les civils. En tant que spectateur, qu'est-ce que cela change pour vous quand des dirigeants comme Ibrahim Traoré osent dire non à ces logiques anciennes? Peut-être que ce qui se décide à Ouagadougou, Abuja ou Niamey redessine déjà la carte du pouvoir mondial. Ce récit ne vous propose pas une énième chronique de crise africaine. Il tente de relier deux histoires que l'on raconte d'ordinaire séparément. L'effondrement du modèle français, fondé sur le franc CFA, et l'uranium du Sahel, et la montée des pressions américaines autour du nord du Nigeria. La promesse est simple: montrer comment la même logique, contrôler les ressources au nom de la sécurité, finit par fissurer ceux qui s'y accrochent comme ceux qui la subissent. Pour vous, l'intérêt tient en 10 mots: comprendre qui paie vraiment le prix de la sécurité. En suivant l'argent, les bases militaires et les décisions prises à huis clos, la vidéo expose comment un continent longtemps traité comme théâtre devient acteur, et comment des figures comme Ibrahim Traoré imposent un nouveau vocabulaire de dignité dans les forums internationaux. À mesure que l'on déroulera ces 14 parties, les slogans abstraits, stabilité, partenariat, protection, retrouveront un visage, une facture et parfois un deuil. La mini-révélation tient en une juxtaposition brutale. En Afrique de l'Ouest, la rupture de l'uranium et du franc CFA a montré à la France que 65% de son électricité nucléaire reposait sur des liens qu'elle ne contrôlait plus vraiment. Au Nigeria, une simple fuite vers le New York Times a suffi à exposer 3 plans d'intervention américaines, lourdes, moyennes, légères, dans un pays de plus de 200 millions d'habitants. 2 chiffres, un même constat. Les grandes puissances découvrent qu'elles dépendent de ceux qu'elles pensaient encadrer. Pour Paris, l'histoire commence en 1945 avec l'invention du franc CFA. Cette monnaie, qui obligeait 14 pays africains à déposer une partie de leurs réserves au Trésor français et à accepter des taux de change décidés ailleurs. Dans les années 1970-2000, des centaines de milliards ont quitté Bamako, Niamey ou Ouagadougou pour financer des appartements à Paris et des réacteurs nucléaires alimentés par l'uranium du Niger. Quand ce flux s'interrompt, l'illusion d'une stabilité domestique s'effondre et les rues de la capitale française s'embrasent. Pour Washington, le décor est différent, mais la trame se ressemble. Au nord du Nigeria, les années de lutte contre Boko Haram ont multiplié les groupes armés, brouillé les lignes entre milices et bandits, et transformé des villages entiers en zones grises sans carte. AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, voit dans ce chaos un vide stratégique depuis la perte de sa base au Niger en 2023. Dans un mémo, 3 interventions sont posées noir sur blanc, toutes avec la même phrase d'ouverture: les forces américaines prendront le commandement opérationnel. Entre ces 2 scènes, une génération africaine commence à nommer ce qu'elle voit. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré parle de dignité africaine à l'ONU. Au Sahel, une alliance de pays rompt avec les bases françaises. Au Nigeria, des sénateurs frappent sur les tables pour rappeler que chaque soldat étranger est un clou de plus dans le cercueil de l'indépendance. Le fil rouge se précise. Ce n'est plus seulement l'histoire de la France ou des États-Unis, mais celle d'un continent qui refuse d'être la condition cachée de la prospérité des autres. Au bord du chantier naval de Port Harcourt, Joseph surveille les pétroliers qui montent et descendent avec la marée. Ingénieur maritime de 35 ans, il a longtemps été fier de maintenir en vie les plateformes Trelleborg et ces plateformes pétrolières du Nigeria, ce cœur battant de l'économie nationale.
Lorsque les rumeurs d'exercices navals conjoints américains dans le golfe de Guinée se mêlent aux souvenirs de la Libye de 2011, chaque silhouette de navire ressemble moins à une promesse de contrat qu'à un avertissement sur l'avenir de son travail. Dans sa mémoire, chaque intervention lointaine a signifié des prix du brut qui s'envolent, des contrats gelés et des milliers de travailleurs renvoyés chez eux. Plus au nord, dans une ville frappée par la guerre, Halima garde 2 faux photographies usées dans sa poche, celle de ses fils tués par une frappe de drone qui a raté sa cible 3 ans plus tôt. Les autorités ont parlé d'erreurs d'identification malheureuses, comme le font souvent les rapports. Pour elle, le vocabulaire administratif ne change rien. C'est une maison vide où 2 lits restent inoccupés. Quand elle entend à la radio que d'autres drones pourraient tenter bientôt survoler le Borno, elle coupe le son et murmure qu'aucun accord stratégique ne la protège des protecteurs. À Abuja, dans un café aux lumières tamisées, un officier nigérian à la retraite remue son thé et ouvre un vieux carnet rempli de coordonnées, vestiges d'un programme de lutte antiterroriste mené avec des conseillers américains au Mali. À l'époque, les mots-clés étaient partenariat, renforcement, stabilité. Avec le recul, il y lit surtout l'histoire d'une guerre dont le rythme, les objectifs et la fin étaient toujours décidés ailleurs. Chaque fois que les forces locales pensaient maîtriser le terrain, la mission changeait de visage au gré des débats à Washington. Pour ces 3 voix, la question centrale n'est pas abstraite. Elle tient en une phrase courte mais décisive. Perdre sa propre sécurité, c'est laisser d'autres définir jusqu'où l'on peut saigner. Le point de départ visible, c'est une fuite. Tard dans la nuit, un paragraphe discret apparaît dans une mise à jour en ligne du New York Times, évoquant 3 options militaires américaines pour le nord du Nigeria, lourdes, moyennes, légères. En quelques heures, ces termes techniques quittent les écrans des analystes pour envahir les radios de Lagos. Les animateurs lisent des extraits. Les chauffeurs de camions appellent. Les étudiants débattent. L'expression « protéger les civils » change de nature. Elle passe du langage diplomatique à la menace possible d'une guerre qui ne dit pas son nom. Le crescendo se produit lorsque les signes matériels arrivent. Une force navale américaine commence à se déplacer vers le golfe de Guinée, officiellement pour un exercice régional de routine. Des images floues circulent sur les réseaux, montrant ce qui ressemble à l'USS Dwight D. Eisenhower, avançant lentement au large. Dans les stations-service, le prix du carburant grimpe sans explication convaincante, et les rumeurs d'une intervention imminente se diffusent plus vite que les démentis officiels. À Abuja, des responsables réaffirment que la souveraineté n'est pas à discuter, tout en maintenant des réunions secrètes avec des représentants d'Africom. Le paroxysme est atteint dans la rue et dans les institutions en même temps. Devant l'Assemblée nationale, des foules se rassemblent. Femmes de marché, étudiants, anciens militaires, prédicateurs de rue. Les pancartes affichent des slogans clairs. Pas de bottes étrangères, pas de nouveaux maîtres, notre douleur n'est pas votre mission. À l'intérieur, les débats parlementaires deviennent violents. Un sénateur martèle que chaque soldat américain qui poserait le pied sur le sol nigérian serait un clou de plus dans le cercueil de l'indépendance. Un autre implore l'aide des drones, affirmant que sans eux, Boko Haram ne s'arrêtera jamais. La ligne de fracture n'oppose plus des partis, mais des mémoires. Dans le même temps, la communauté internationale s'empare du dossier. Au Conseil de sécurité, des diplomates russes rappellent les centaines de morts civiles des frappes de précision en Somalie, tandis que leurs homologues chinois répètent que la paix ne se livre pas par drone. À Paris, certains éditorialistes, déjà ébranlés par la déroute de la France au Sahel, notent que l'Empire change de drapeau, mais pas de méthode. Ibrahim Traoré, cité pour ses interventions aux Nations Unies, devient l'une des références d'un camp qui réclame l'autodétermination plutôt que la dépendance. Quand la poussière retombe un instant, rien n'a encore explosé, mais tout a changé. Les navires restent au large, les drones tournent au-dessus des villages,
Les marchés rouvrent au petit matin, sous un ciel traversé par des moteurs invisibles. L'activation a eu lieu, la montée au sommet aussi. Ce qui commence à se dessiner, c'est la longue phase de réplique, où chaque geste, où chaque silence pèsera sur l'avenir du Nigeria et de la région. Un premier repère est énergétique. Pendant des décennies, environ 65% de l'électricité française provenait du nucléaire alimenté par l'uranium africain, en grande partie extrait au Niger. Cette base, présentée comme un gage de stabilité intérieure, se révèle soudainement fragile lorsque les exportations se ferment et que les contrats hérités de la période coloniale sont remis en cause par les pays du Sahel. La chute des approvisionnements montre l'écart entre un discours de partenariat et une réalité de dépendance à sens unique. Un second repère tient à l'échelle démographique. Le Nigeria rassemble plus de 200 millions d'habitants, une population jeune, urbaine, connectée, qui n'accepte plus que des décisions vitales soient prises sans elle. Là où les interventions d'hier visaient des pays moins peuplés, plus isolés, la moindre frappe aujourd'hui est immédiatement filmée, commentée, archivée et intégrée à un débat mondial. Ce simple nombre rappelle qu'une erreur n'est plus seulement une ligne dans un rapport, mais un traumatisme partagé par un continent entier. Un troisième repère concerne la dimension économique future. Un document interne mentionne une initiative énergétique américaine censée augmenter de 40% l'extraction dans le golfe de Guinée sur la prochaine décennie. Ce pourcentage, posé à côté des scénarios militaires, donne une clé de lecture. La protection des civils est indissociable des routes du pétrole et des intérêts à long terme. Du côté africain, de plus en plus de voix, inspirées par des discours comme ceux d'Ibrahim Traoré, exigent que ces chiffres ne soient plus discutés sans les premiers concernés. Les partisans d'une intervention américaine avancent d'abord l'argument de la sécurité. Dans le nord du Nigeria, les attaques de convois, les villages brûlés et l'emprise persistante de groupes armés comme Boko Haram constituent une réalité que nul ne conteste. Pour eux, la puissance de feu, le renseignement et la technologie des drones américains peuvent briser des réseaux que l'armée nigériane, sous-équipée, peine à contenir. Ils rappellent aussi que l'effondrement d'un pays de cette taille déstabiliserait toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ajoutent l'argument humanitaire. Des responsables à Washington affirment que ne pas agir équivaut à abandonner des populations entières à la violence. Dans cette vision, une présence américaine, même limitée, en conseillers ou en frappes ciblées, constituerait un mal nécessaire pour empêcher des massacres plus grands. Les termes utilisés, stabilité régionale, protection des civils, lutte contre le terrorisme, semblent cohérents avec les engagements officiels des États-Unis. Les opposants à l'intervention, au Nigeria comme dans le reste du continent, se fondent sur une autre série de faits. Ils se souviennent de la Libye, de la Somalie, d'autres campagnes de précision, où les bilans civils ont cru au fil des ans, loin des promesses initiales. Ils observent que les drones ont déjà provoqué des frappes ratées, comme celle qui a tué les fils d'Halima, et qu'un millier de morts supplémentaires dans un pays rural éloigné ne font souvent l'objet que de quelques lignes. Ils remarquent aussi le chevauchement entre plans militaires et projets d'augmentation de l'extraction énergétique. La réplique Stillman vient alors de ceux qui demandent que la logique change de centre. Selon eux, si la sécurité est réellement l'objectif, elle doit être définie à partir des besoins des Nigérians eux-mêmes, en coordination avec les alliances régionales africaines qui émergent. Des figures comme Ibrahim Traoré soutiennent l'idée que la dignité n'est pas un supplément de discours, mais un critère pour juger la légitimité de toute présence étrangère. Dans cette perspective, une intervention qui renforce la dépendance et réduit l'autonomie n'apporte pas la stabilité. Elle en reporte simplement le coût. Le vrai front, c'est la souveraineté. À partir de ce point, l'histoire cesse d'être celle d'un pays en difficulté, demandant une aide extérieure.
elle devient le miroir d'un mouvement plus large dans lequel l'Afrique revendique le droit de définir elle-même ce que signifie sécurité, développement et respect. Les débats sur la présence américaine au Nigeria se superposent aux décisions du Sahel de chasser des bases françaises et de fermer les vannes de l'uranium. Dans ce paysage, la voix d'Ibrahim Traoré, souvent citée dans les articles et les forums sous forme d'extraits ou d'Ibrahim Traoré interview virale, sert de repère. Quand il affirme que il ne peut y avoir de mondialisation équilibrée sans dignité africaine, cette phrase couvre autant les accords monétaires que les plans d'exercice naval au large du golfe de Guinée. Ce moment charnière révèle qu'au-delà des drapeaux différents, le cœur du conflit porte sur qui trace les lignes sur les cartes et qui vit sous les bombes lorsqu'elles se sont franchies. Pour les Nigérians ordinaires, les conséquences se manifestent d'abord dans la vie quotidienne. Les prix du carburant augmentent, les coupures d'électricité se multiplient, les marchés se vident plus tôt par crainte de troubles. Chaque rumeur de frappe, chaque photo de porte-avions au large alimente une anxiété diffuse. La peur que leur pays devienne un nouveau théâtre d'expérimentation militaire. Les témoignages de femmes comme Halima rappellent que derrière le mot « dommage collatéral », il y a des familles qui plient dans des vêtements que personne ne portera plus. Pour les entreprises et acteurs économiques, l'incertitude freine les décisions. Des ingénieurs comme Joseph voient les navires transportant moins de barils et plus de tensions. Les investisseurs hésitent à engager des fonds dans un pays où le risque politique est jugé imprévisible. Les projets d'infrastructure peuvent attirer de nouveaux partenaires, chinois ou autres, mais aussi provoquer une compétition plus dure pour l'accès aux contrats. Dans ce contexte, les mots-clés qui circulent, Burkina Faso News ou Ibrahim Traoré et Burkina Faso, reflètent un intérêt croissant pour les pays qui tentent de renégocier leurs termes. Pour les décideurs et gouvernements, l'épisode nigérian devient un test. À Abuja, chaque geste envers Washington ou contre lui est scruté par les électeurs, les armées voisines et les marchés financiers. Dans les chancelleries africaines, beaucoup observent si le Nigeria parvient à fixer ses lignes rouges sans se couper de toute coopération. Les propos d'Ibrahim Traoré, repris et discutés lors de sommets, offrent un cadre intellectuel à ceux qui cherchent à sortir du simple refus ou de la simple acceptation. Ils esquissent une troisième voie, celle d'un partenariat posé d'égal à égal. Si l'on élargit maintenant à l'environnement régional et international, les répercussions dépassent largement le golfe de Guinée. En Europe, l'effondrement du modèle français basé sur l'uranium et le franc CFA a déjà révélé la vulnérabilité d'une économie dépendante de ressources contrôlées ailleurs. Aux États-Unis, le débat sur le Nigeria ravive les fractures internes entre priorités sécuritaires et conscience des coûts humains. Dans le reste de l'Afrique, de Bamako à Ouagadougou, la situation renforce l'idée que le continent doit se doter de ses propres cadres de sécurité, afin de ne plus être seulement la variable d'ajustement des grandes stratégies globales. Dans un scénario de base, les États-Unis maintiennent une présence limitée, sous forme de coopération technique et de partage de renseignements, sans déploiement massif de troupes ni campagne de bombardement. Le Nigeria continue de négocier pour préserver sa souveraineté formelle, acceptant certains appuis tout en refusant un commandement extérieur direct. La tension reste élevée, mais les manifestations se transforment en débats politiques structurés, où la société civile exige plus de transparence sur les accords signés. Si ce chemin s'impose, l'enjeu principal sera de savoir si ces limites restent respectées lorsque la situation sécuritaire se dégrade. Dans un scénario optimiste, les protestations populaires et les pressions diplomatiques conduisent à privilégier une solution régionale. Les pays de la région, forts de l'expérience du Sahel, s'organisent pour coordonner eux-mêmes la lutte contre les groupes armés en s'appuyant sur des partenariats multiples plutôt que sur un unique protecteur. Dans ce contexte, les idées portées par Ibrahim Traoré sur la dignité et l'équilibre des relations trouvent un écho concret dans des mécanismes africains de sécurité collective. Les grandes puissances restent présentes,
mais en soutien, en mandat clair, avec des marges de manœuvre réduites. Dans un scénario de pire cas, les exercices navals se transforment en frappes ponctuelles, puis en campagnes prolongées. Les drones deviennent une présence constante dans le ciel du nord du Nigeria, et chaque erreur nourrit la propagande des groupes armés. Les alliances politiques internes se fracturent, donnant prise à de nouveaux cycles de coups d'État et de répression, comme on en a vu ailleurs. Pour les habitants, l'alternative se réduit à choisir entre la violence des milices et celle des missiles. Dans un tel paysage, la phrase d'ouverture « Qui protège-t-on vraiment ?» cesserait d'être une question analytique pour devenir le cri d'une génération. Pour un spectateur vivant loin d'Abuja ou de Lagos, cette histoire peut sembler lointaine. Pourtant, elle traverse déjà les écrans, les prix, les bulletins d'information. Lorsque les factures d'énergie augmentent en Europe, les colonnes d'analyse mentionnent maintenant explicitement les ruptures d'uranium au Sahel et la recomposition des alliances africaines. Quand un fil d'actualité affiche Burkina Faso News ou un extrait d'Ibrahim Traoré Interview, il ne s'agit plus seulement d'un pays lointain, mais d'un acteur qui redistribue des cartes que l'on croyait figées. Pour ceux qui vivent sur le continent africain, la situation nigériane fonctionne comme un miroir. Elle renvoie des souvenirs de bases étrangères, de promesses de protection et de bilans civils passés sous silence. Elle rappelle aussi que les protestations, même dispersées, peuvent freiner des décisions prises très loin, dans les salons, dans les taxis, dans les universités. La question de la souveraineté prend une forme concrète. Qui décide du ciel au-dessus de nos têtes, des sols sous nos pieds et des contrats signés en notre nom? Pour le reste du monde, cette séquence oblige à reposer une question simple mais exigeante. Jusqu'où accepte-t-on que la sécurité soit définie au singulier? Chaque fois qu'un pays est décrit comme trop grand pour échouer ou trop stratégique pour être ignoré, il est tentant d'oublier qu'il s'agit d'abord d'un lieu où des Joseph, des Halima, des officiers anonymes essaient simplement de vivre. Reconnaître cela, ce n'est pas prendre parti, c'est admettre que derrière chaque intervention se cachent des existences qui n'ont pas écrit le scénario. Une première étape consiste à clarifier les cadres. Le Nigeria et ses voisins peuvent exiger que tout soutien militaire étranger, américain, européen ou autre, soit placé sous mandat explicite avec des objectifs, des durées et des mécanismes de reddition de comptes précis. Cette transparence réduirait l'espace des interprétations opportunistes et permettrait à la société civile de suivre ce qui est fait en son nom. Une deuxième étape passe par le renforcement des architectures africaines de sécurité. Les alliances régionales qui ont émergé au Sahel montrent, malgré leurs limites, qu'il est possible de coordonner des réponses sans reproduire entièrement les schémas externes. En s'inspirant des discours portés par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ces structures pourraient intégrer la dignité et l'autonomie comme critères, au même titre que l'efficacité militaire. Une troisième étape touche à l'économie politique du conflit. Tant que les ressources du golfe de Guinée ou de la bande sahélienne seront négociées dans des conditions opaques, toute intervention restera suspecte. Instaurer des contrats publics, des audits indépendants et une gestion locale des bénéfices pour l'énergie, les minerais, les infrastructures permettrait de réduire le fossé entre promesses de développement et réalité ressentie. Dans cet esprit, les mots-clés Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Burkina Faso News cesseraient d'être seulement des tendances pour devenir des références à des expériences concrètes. Une quatrième étape demande un changement de vocabulaire de la part des grandes puissances. Plutôt que de parler en termes de zones à stabiliser ou de corridors à sécuriser, il s'agirait de reconnaître que chaque partenariat est d'abord une négociation entre égaux, avec le droit pour la partie africaine de dire non. Ce droit de refus, loin d'être un obstacle, pourrait devenir la base de relations plus solides, moins fragiles que celles qui ont récemment conduit la France à la crise et les États-Unis à l'hésitation au Nigeria. Lorsque la caméra revient sur Joseph au chantier naval, sur Halima dans sa maison silencieuse, sur l'officier à la retraite dans son café d'Abuja, ces visages résument mieux que n'importe quel schéma ce qui est en jeu.
Ils ne demandent pas ne demandent pas la fin du monde, ni la disparition des alliances, mais quelque chose de plus simple, que leur pays ne soit plus un décor où d'autres testent leur doctrine de sécurité. Dans leurs mots, dans leur silence, se lit une forme de fierté nue qui refuse de se laisser réduire à un chiffre dans un mémo. Là-dessus, les phrases d'Ibrahim Traoré résonnent comme un refrain qui revient en arrière-plan. Quand il parle de dignité à l'ONU, de la nécessité pour l'Afrique de ne plus être une extension de l'économie des autres, il donne un langage à des émotions que beaucoup n'avaient jamais formulées ainsi. Qu'il s'agisse du Burkina Faso, du Nigeria ou d'un autre pays, l'idée est la même. La souveraineté n'est pas une décoration, c'est la condition d'une paix durable. Au bout du récit, une image s'impose. Des navires qui attendent au large, des drones qui tournent, et au sol des foules qui, sous la pluie, brandissent des pancartes disant simplement « non ». Non à la répétition mécanique des mêmes scénarios, non à la confusion entre aide et contrôle, non à l'idée que certains peuples seraient condamnés à être éternellement protégés par d'autres. La phrase qui reste, courte, tient en 12 mots. Sans dignité partagée, aucune sécurité ne peut tenir plus qu'un temps. Ce récit ne vous demande pas d'applaudir ou de condamner un camp. Il vous invite à regarder différemment ce qui se cache derrière des titres comme « Option militaire Lucie au Nigeria » ou « Crise énergétique en Europe ». À chaque fois que ces mots apparaissent, il y a des Halima, des Joseph, des officiers à la retraite et des dirigeants comme Ibrahim Traoré qui tentent un temps, chacun à leur manière, de déplacer les lignes. La suite ne se jouera pas seulement dans les salles de crise de Washington, de Paris ou d'Abuja, mais aussi dans la façon dont nous, spectateurs, parlons de ces événements. Acceptons-nous que la sécurité soit définie uniquement depuis le ciel, ou exigeons-nous qu'elle intègre la voix de ceux qui vivent au sol ? Considérons-nous que les interventions répètent un schéma inévitable, ou voyons-nous dans les refus actuels l'esquisse d'un autre mode de relation ? La question vous revient donc, en douceur mais clairement. Quand une puissance dit qu'elle vient protéger, pensez-vous qu'elle apporte la stabilité ou qu'elle prend un morceau de souveraineté ? Et surtout, à vos yeux, qui devrait avoir le dernier mot ? Ceux qui décident des frappes ou ceux qui vivent sous les trajectoires soit des drones ?